le claquement brutal du maillet du juge contre le bois verni de son bureau ne résonna pas à mes oreilles comme l'instrument de la justice, mais plutôt comme le bruit sourd et définitif du couvercle d'un cercueil que l'on cloue sur une vie encore palpitante. Ce son, sec et autoritaire, sembla aspirer tout l'oxygène de la pièce, laissant mes poumons brûler dans un vide soudain. La voix du magistrat, monocorde et dénuée de toute empathie, énonça la sentence comme s'il lisait une liste de courses banales, ignorant totalement que chaque mot prononcé était un coup de poignard dans mon cœur de mère. La garde exclusive des mineurs ainsi que la propriété absolue de l'ensemble des biens matrimoniaux sont accordés à monsieur Nicolas Lefebvre. Quant à madame Manon Martin, il lui est accordé un droit de visite supervisé, limité à une fois par mois, et ce, sous réserve d'une évaluation psychologique favorable. L'affaire est close. À cet instant précis, le monde cessa de tourner. Une cacophonie de bourdonnements envahit mes tympans, un sifflement aigu qui couvrait presque les murmures de l'audience. Je fixai le juge, cet homme au visage fermé, aux traits tirés par l'ennui ou peut-être par la conscience de sa propre corruption, un homme qui n'avait même pas eu la décence élémentaire de croiser mon regard au moment où il m'arrachait mes raisons de vivre. Il rangeait déjà ses dossiers, indifférent à la dévastation qu'il venait de semer. Lentement, comme dans un cauchemar où chaque mouvement est entravé par une force invisible, je tournai la tête vers Nicolas. Nicolas Lefebvre, le magnate intouchable des télécommunications, l'homme dont le sourire carnassier s'étalait régulièrement en couverture des magazines économiques, sacré, entrepreneur de l'année, par une presse servile. Il se tenait debout, triomphant, lissant les revers de son costume sur mesure à 3000 €, un vêtement taillé pour dissimuler la noirceur de son âme sous une étoffe de luxe. Il affichait ce sourire tordu, cette expression particulière que j'étais la seule à connaître véritablement, le sourire du prédateur repu qui vient d'achever sa proie et qui savoure les derniers soubresauts de son agonie. À ses côtés, son armada juridique, une équipe de 5 avocats, véritables requins du barreau connus pour leur absence totale de scrupules, échangeaient des poignées de main discrètes mais lourdes de sens. Ils n'avaient pas gagné grâce au droit ou à la vérité, l'argent avait gagné, la corruption systémique avait gagné, Nicolas avait gagné. Je me sentais infiniment petite, isolée à ma table modeste, flanquée de mon avocat commis d'office. C'était un jeune homme nerveux, aux ongles rongés, qui avait à peine prononcé 2 phrases cohérentes durant toute la durée du procès. Nicolas avait pris soin de verrouiller ma défense en achetant ou en intimidant tous les cabinets d'avocats décents de la ville, s'assurant que personne de compétent n'oserait me représenter. Le jeune avocat se pencha vers moi, évitant mon regard, et chuchota d'une voix tremblante, « Je suis désolé, madame. Nous avons fait ce que nous pouvions, mais... il a trop de ressources. » C'était perdu d'avance. Je me levai, ou plutôt, mon corps se redressa par automatisme, car mes jambes tremblaient si violemment que je crus qu'elles allaient se dérober sous mon poids. Un gouffre béant s'était ouvert dans mon estomac, une sensation de vertige et de nausée si intense que je pensais m'évanouir sur le carrelage froid du tribunal. « Je veux voir mes enfants », articulai-je, ma voix se brisant en 1000 éclats de douleur. C'était une supplique, un dernier cri vers l'humanité de cet homme, si tant est qu'il en restât une trace. Nicolas s'approcha. L'odeur de son eau de Cologne hors de prix, mélangée à celle, plus âcre, de sa victoire arrogante, m'envahit les narines, me donnant envie de vomir. Il envahit mon espace personnel, se penchant vers mon oreille avec une fausse intimité terrifiante. « Tu ne les verras pas, Manon, » murmura-t-il, chaque syllabe dégoulinant de mépris. « Dès demain, je les envoie dans un internat en Suisse. Ils seront loin de toi, loin de ta médiocrité, loin de ton influence toxique. » Il marqua une pause, savourant l'effet de ses mots sur mon visage décomposé. « Et concernant la pension alimentaire, ne te fais aucune illusion. Mes avocats se sont assurés que tu ne touches pas un seul centime. Après tout, tu as signé ce contrat de mariage sans même le lire, à l'époque où tu étais si aveuglément amoureuse, n'est-ce pas ? » Les souvenirs de ma naïveté passée me frappèrent de plein fouet. « Nicolas, je t'en supplie, ce sont mes enfants. » implorai-je, oubliant toute fierté, prête à me mettre à genoux s'il le fallait. « Plus maintenant, » trancha-t-il froidement en me tournant le dos. « Désormais, ce sont des héritiers Lefebvre. Et toi ? Toi, tu redeviens personne. Retourne dans ton petit village en Provence, Manon. Retourne à la misère crasseuse d'où je t'ai sorti. » Il s'éloigna d'un pas conquérant, quittant la salle d'audience entourée de son cortège de sycophantes. Le juge s'était déjà retiré dans son bureau, probablement pour recompter l'épaisse enveloppe qui avait acheté sa conscience. Je restai là, seul,
pétrifié au milieu de cette salle vide, avec l'écho de ma défaite totale rebondissant contre les murs lambrissés. Nicolas pensait que j'étais isolé. Il pensait m'avoir coupé toutes mes racines, persuadé que ma famille s'était détournée de moi. Il croyait fermement que mon frère aîné, Stéphane, n'était, comme je le lui avais vaguement décrit pour le protéger, qu'un modeste fonctionnaire passant sa vie dans des voyages d'affaires ennuyeux, jamais présent, jamais impliqué. Ce que l'arrogance démesurée de Nicolas l'empêchait de voir, ce que son ego surdimensionné lui masquait, c'était la vérité sur les hommes de l'ombre. Stéphane n'était pas un simple bureaucrate. En croyant avoir gagné la guerre, Nicolas venait, sans le savoir, de réveiller un titan endormi. 1 heure plus tôt, juste avant d'entrer dans cette arène truquée, j'avais envoyé un message désespéré à Stéphane. 3 mots seulement, tapés avec des doigts tremblants, il m'a détruite. Je ne savais même pas si le message était parvenu à destination. Je ne savais pas si mon frère, que je n'avais pas vu depuis 5 longues années à cause de la jalousie maladive et des interdictions constantes de Nicolas, répondrait à l'appel. Je sortis du tribunal, l'âme en lambeaux. Dehors, le ciel semblait pleurer avec moi. Il pleuvait à verse, une averse diluvienne qui noyait la ville sous un voile gris et opprimant. Une tempête sombre recouvrait l'horizon, reflet parfait de mon état intérieur. Nicolas se tenait sur les marches du palais de justice, majestueux sous un immense parapluie tenu par son chauffeur, en train de donner une conférence de presse improvisée. Les flashs crépitaient autour de lui. La justice a prévalu, déclamait-il dans les micros tendus comme des perches. J'ai sauvé mes enfants d'un environnement instable et dangereux. C'est une victoire pour la protection de l'enfance. Il me vit sortir, trempé jusqu'aux os en quelques secondes, vaincu, sans parapluie, mes vêtements collant à ma peau. Il s'interrompit et éclata de rire, pointant son doigt manucuré vers moi pour s'assurer que les caméras capturent bien l'image de mon humiliation totale. Regardez-la. Voilà l'image de la défaite. Les journalistes se tournèrent vers moi, leurs objectifs braqués comme des armes. Mais soudain, le bruit monotone de la pluie battante fut brutalement interrompu. Ce n'était pas le grondement du tonnerre, mais le rugissement mécanique de multiples moteurs, un son guttural et puissant. Une caravane surgit de nulle part. Ce n'étaient pas des limousines, ni des SUV tactiques standards. C'était un spectacle surréaliste et effrayant, un convoi de 5 Renault 4, mais pas celle des souvenirs d'antan. Celle-ci était d'un noir mat absolu, absorbant la lumière, aux vitres teintées, rehaussées sur des suspensions renforcées, leur moteur ronflant avec une puissance qui n'avait rien d'origine. C'était le choix de véhicule iconique, presque ironique, d'une unité qui n'avait de compte à rendre à personne. Elles y grimpirent sur le parvis du tribunal, montant sur le trottoir avec une agilité prédatrice, dispersant les journalistes paniqués comme une volée de moineaux. Les portières des 4 litres s'ouvrirent à l'unisson dans un claquement synchronisé. 20 hommes en descendirent. Ils n'avaient rien de garde du corps privé. C'étaient des opérateurs tactiques, vêtus d'uniformes gris sans insigne, mais dont chaque geste, chaque regard, chaque posture hurlait un entraînement militaire d'élite. Ils se déployèrent avec une fluidité liquide, formant un couloir humain impénétrable. De la Renault 4 centrale, un homme descendit. C'était Stéphane. Il ne ressemblait plus au jeune homme simple de mes souvenirs. Il portait une tenue tactique noire sous un long manteau sombre qui flottait au vent. Une cicatrice récente barrait sa joue, et ses yeux. Ses yeux étaient 2 abîmes de fureur froide et contrôlée. Le rire de Nicolas s'étrangla dans sa gorge. Les journalistes, sentant le danger, baissèrent instinctivement leurs caméras. Stéphane s'avança vers moi, ignorant la pluie, ignorant la foule. Les gorilles de Nicolas tentèrent d'esquisser un mouvement pour lui barrer la route, mais les opérateurs de Stéphane les neutralisèrent d'une simple pression, les écartant avec une efficacité brutale et silencieuse qui glaça le sang des témoins. Mon frère arriva à ma hauteur. Il me regarda, vit mes larmes se mêler à la pluie, vit mes vêtements trempés, vit les morceaux épars de mon âme brisée. Sans un mot, il retira son long manteau et le posa délicatement sur mes épaules. Il était chaud, sec, et sentait la sécurité. « Petite sœur, dit-il d'une voix grave qui résonna dans ma poitrine, pardonne-moi d'avoir tardé. Le vol depuis le Moyen-Orient a été plus long que prévu. » Je m'effondrai contre lui, agrippant sa tenue tactique. Stéphane. Il m'a tout pris. Les enfants, la maison. Il dit que je ne suis personne. Stéphane me serra fort contre lui, une étreinte d'acier. Puis, il se tourna lentement,
très lentement, vers Nicolas. Nicolas, tentant de récupérer sa superbe et son arrogance, descendit une marche, le visage tordu par la colère. « Qui diable êtes-vous » hurla Nicolas, sa voix trahissant une pointe d'hystérie. « Le nouveau petit ami ? Un voyou de bas étage engagé pour m'intimider ? C'est une propriété fédérale ici. Je vais appeler la police. » Stéphane sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire du loup qui vient de repérer un lapin boiteux et qui sait que la chasse est déjà terminée. « Appelle la police, Nicolas, » répondit Stéphane avec un calme terrifiant. « En fait, appelle directement le commissaire divisionnaire. Dis-lui que le commandant Stéphane Leclerc, directeur des opérations du renseignement national, est ici. » Le visage de Nicolas devint livide, sa peau prenant la teinte de la cendre. « Leclerc. » balbutia Théil. « Mais... Manon s'appelle Martin. »« Martin est le nom de jeune fille de notre mère, » expliqua Stéphane en descendant les marches vers lui, chaque pas résonnant comme un conte à rebours. « Leclerc est celui de notre père. Le général Pierre Leclerc. Celui que tu as insulté lors de votre dîner de fiançailles, tu te souviens? Tu avais dit, je cite, que les militaires étaient les chiens de garde imbéciles du gouvernement. » Stéphane s'arrêta à 1 mètre de Nicolas, le dominant de toute sa hauteur. « Nicolas Lefebvre, tu viens de gagner un procès corrompu. Félicitations. Profites-en bien, car je te fais la promesse solennelle que ce jugement sera le tout dernier document légal que tu obtiendras en ta faveur dans cette vie. » Tu me menaces? Nicolas essaya de bomber le torse, mais sa voix tremblait de manière incontrôlable. « Je suis un homme puissant. J'ai de l'argent. J'ai des juges dans ma poche. »« Tu as de l'argent, » corrigea Stéphane doucement. « Moi, j'ai l'information. Et j'ai le pouvoir. Le vrai pouvoir. Pas celui qui s'achète avec des chèques, Nicolas. Le type de pouvoir qui fait disparaître des gens comme toi des registres officiels, comme s'ils n'avaient jamais existé. » Stéphane se tourna vers ses hommes sans quitter Nicolas des yeux. « Emmenez ma sœur dans le véhicule sécurisé. Contactez l'équipe financière. Je veux l'exécution immédiate de l'opération chute libre. Maintenant. » « Qu'est-ce que ça veut dire » cria Nicolas alors que les hommes m'escortaient vers la Renault 4 blindée. « Vous ne pouvez rien me faire. Je suis intouchable. » Stéphane s'arrêta une dernière fois, la main sur la portière de la voiture. Il fixa Nicolas avec une pitié glaciale. « Dans 1 heure, Nicolas, tu souhaiteras n'avoir jamais gagné ce procès. Dans 1 heure, tu supplieras le ciel d'avoir eu la décence de me rendre ma sœur avec des excuses. On se voit au déjeuner. Je sais que tu vas célébrer ta victoire au bistrot chic. C'est moi qui invite. » Nous montâmes dans les véhicules. Le convoi de Renault 4 noir démarra en trombe, laissant Nicolas seul sous la pluie battante, confus, trempé, mais s'accrochant encore désespérément à son arrogance, persuadé que ce n'était que des paroles en l'air. Il ignorait que le sablier de sa vie venait de se briser. À l'intérieur de la Renault 4, l'espace était aménagé comme un centre de commandement miniature, défiant les lois de la physique extérieure du véhicule. Stéphane me servit un thé brûlant d'un thermos militaire. Il y avait des écrans incrustés dans les dossiers, des téléphones satellites, des cartes numériques. « Stéphane, qu'est-ce que tu fais » demandai-je en essuyant mes larmes, la chaleur du thé réchauffant mes mains glacées. « Nicolas est dangereux. Il a la mafia locale avec lui, il tient les juges. » « Manon, » m'interrompit-il avec une douceur infinie. « Je traque des terroristes internationaux. Je démantèle des réseaux de trafic d'êtres humains à l'échelle mondiale. Un entrepreneur véreux de province n'est pas un rival pour moi. C'est un apéritif. » Stéphane effleura un écran tactile. « Équipe Alpha, rapport de situation. » Une voix métallique, déformée par la cryptographie, répondit instantanément, « Monsieur le directeur, nous avons pénétré les serveurs de Lefebvre Télécom. Nous avons les vrais livres de compte, ceux qu'ils dissimulent au fisc. Blanchiment d'argent, évasion fiscale massive et corruption de fonctionnaires publics, tout est documenté et archivé. » « Bien. Et ces comptes aux îles Caïmans » demanda Stéphane. « Localisés et gelés en vertu de la loi de sécurité nationale et de la lutte contre le financement illicite. Concernant la banque locale, le propriétaire vous doit une faveur, monsieur.
Il vient d'exécuter les clauses de déchéance du terme de tous les prêts de Lefebvre. Techniquement, il est en faillite personnelle et professionnelle depuis exactement 3 minutes. Stéphane me regarda et me fit un clin d'œil complice. Tu vois, petite sœur? Il n'est plus riche. Mais les enfants. Murmurai-je, l'angoisse me serrant encore la gorge. Il veut les emmener en Suisse. Ils ne quitteront pas le territoire. J'ai émis une notice rouge d'interdiction de sortie du territoire sur leur passeport et sur ceux de Nicolas. S'il pose un pied dans un aéroport, il sera immédiatement arrêté pour tentative d'enlèvement de mineurs sous le coup d'une enquête fédérale. Le convoi ralentit et s'immobilisa devant le bistrot chic, l'établissement le plus exclusif de la ville, un lieu où l'élite venait voir et être vue, situé au sommet d'un immeuble haussmannien rénové. Prête pour la deuxième partie? Demanda Stéphane en vérifiant sa montre. J'ai peur, Steph. N'aie pas peur. Aujourd'hui, c'est toi qui tiens les rênes. C'est toi la maîtresse du jeu. Allons-y. Nous entrâmes dans le hall. L'ascenseur privé nous mena directement à l'étage du restaurant. Nicolas était installé à la table d'honneur, la meilleure place, entouré de ses avocats hilars et de sa nouvelle maîtresse, une jeune femme qui semblait s'ennuyer ferme. Il célébrait. Devant Nicolas, point de champagne, mais une bouteille de grand cru classée déjà bien entamée et une assiette de bœuf bourguignon fumant, plat signature de la maison qu'il dévorait avec ostentation. Il riait fort, levant son verre de vin rouge pour porter un toast à sa liberté retrouvée et au fait d'avoir réussi à se débarrasser de son fardeau. Cette femme n'a même plus de quoi se payer un ticket de TER, s'esclaffait Nicolas, la bouche pleine. Vous auriez dû voir sa tête quand le juge a lu la sentence. Une œuvre d'art. Soudain, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Stéphane et moi fîmes notre entrée, mais cette fois, nous n'étions pas seuls. 4 agents fédéraux en uniforme d'intervention et 2 auditeurs du gouvernement, mallette en main, nous accompagnaient. Le silence tomba sur le restaurant comme une chape de plomb. Le cliquetis des fourchettes cessa. Nicolas nous aperçut. Il lâcha son verre de vin qui se renversa sur la nappe immaculée, créant une tache rouge sang qui s'élargit rapidement. « Encore toi !» hurla-t-il en se levant, faisant vaciller sa chaise. « C'est du harcèlement. Gérant. Faites sortir ces gens immédiatement. » Le gérant, un homme d'habitude si obséquieux envers Nicolas, ne bougea pas d'un pouce. Il était en conversation serrée avec l'un des hommes de Stéphane, hochant la tête, le visage pâle, visiblement terrifié. Stéphane traversa la salle d'un pas mesuré jusqu'à la table de Nicolas. Il prit une chaise vide, la fit pivoter et s'assit à califourchon dessus, fixant Nicolas droit dans les yeux. « Je t'avais dit qu'on se verrait au déjeuner, Nicolas. »« Dégagez !» cria la maîtresse de Nicolas avec une voix perçante. « Vous ne savez pas qui il est ? » « Oh, nous savons exactement qui il est, » répondit Stéphane calmement. Nicolas Lefebvre, un homme qui, selon mes données actualisées il y a 2 minutes, possède un solde bancaire de 0 € et une dette exigible de 50 millions. Nicolas devint écarlate de rage. « Tu es fou. J'ai des millions. » Son téléphone personnel se mit à vibrer frénétiquement sur la table. C'était son expert comptable. Nicolas décrocha, sa main tremblant si fort qu'il manqua de faire tomber l'appareil. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai ? Tous ? C'est une erreur, appelle la banque. » « Quoi ? La banque a fait quoi ? Exécuter l'hypothèque ? » Nicolas laissa tomber le téléphone sur la table, au milieu des restes de bœuf bourguignon. Il regarda Stéphane avec une terreur pure, une incompréhension totale. « Qu'est-ce que tu as fait ? » chuchota Théil. « Je n'ai rien fait, » répondit Stéphane en haussant les épaules. « J'ai simplement montré aux autorités compétentes et aux banques la vérité sur tes affaires. Il s'avère que blanchir de l'argent pour des cartels n'est pas très bien vu par les institutions bancaires internationales, ni par le fisc français. » Nicolas se tourna vers ses avocats, les yeux écarquillés par la panique. « Faites quelque chose. Arrêtez-le. Portez plainte. » L'avocat principal, le chef de la meute, referma doucement son dossier en cuir. Il se leva, ajusta sa cravate. « Monsieur Lefebvre, si vos comptes sont gelés, vous êtes dans l'incapacité d'honorer nos honoraires. Et compte tenu de la gravité extrême des accusations fédérales qui pèsent désormais sur vous, nous nous retirons du dossier avec effet immédiat. »
bonne chance. Les 5 avocats se levèrent comme un seul homme et quittèrent le restaurant sans un regard en arrière, abandonnant le navire en plein naufrage. La maîtresse, réalisant que la carte de crédit illimité venait d'expirer, se leva discrètement et fila vers les toilettes, disparaissant par une sortie de service. « Tu es seul, Nicolas » dis-je en m'avançant d'un pas. Je ne ressentais plus aucune peur. Je sentais une puissance nouvelle courir dans mes veines, celle de la justice. Je t'avais dit que mes enfants ne partiraient pas. Ce sont mes enfants. Cria-t-il, désespéré, acculé comme une bête sauvage. Le juge me les a donnés. Éructa-t-il encore. Ce juge, intervint Stéphane, vient d'être arrêté dans son bureau il y a 10 minutes pour corruption passive et trafic d'influence. Sa sentence a été annulée sur le champ. Un nouveau procès a été ordonné. Et devine quoi? Avec tes comptes gelés, tes biens saisis et une enquête criminelle fédérale sur le dos, aucun juge de ce pays ne te confierait la garde d'un hamster, encore moins d'un enfant. Stéphane fit un signe discret de la tête. Les agents fédéraux s'approchèrent. Nicolas Lefebvre, déclara l'agent responsable en sortant une paire de menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude fiscale aggravée, corruption de fonctionnaires et association de malfaiteurs. Non. Non, vous ne pouvez pas me faire ça. Nicolas tenta un geste désespéré pour courir vers la terrasse, peut-être pour fuir, peut-être pour sauter, mais Stéphane tendit simplement la jambe. Nicolas trébucha et s'étala de tout son long, le visage s'écrasant contre le parquet ciré, humilié au centre de ce restaurant de luxe qu'il considérait comme son royaume. Stéphane s'accroupit près de lui et lui murmura à l'oreille, assez fort pour que je puisse entendre, « Ça, c'est pour les larmes de ma sœur. C'est pour chaque fois que tu l'as rabaissé, pour chaque fois que tu l'as fait se sentir moins que rien. Remercie le ciel que je porte cet uniforme et que je sois un homme de loi, Nicolas, parce que si je n'avais pas ce badge, je t'aurais jeté moi-même par cette fenêtre. » Les agents relevèrent Nicolas sans ménagement, lui passèrent les menottes et le traînèrent vers la sortie. Il se débattait, criant mon nom. « Manon. Aide-moi. Je suis le père de tes enfants. Pardonne-moi. » Je le regardais. Je regardais cet homme qui, 1 heure plus tôt, riait de ma détresse sous la pluie. Je plantai mon regard dans le sien, sec et déterminé. La justice a prévalu, Nicolas, lui dis-je, répétant ses propres mots. Profite de ta nouvelle vie. L'épilogue fut rapide et implacable. Nicolas fut condamné à 25 ans de prison ferme. Ses biens furent intégralement saisis. Le manoir, les voitures de sport, l'entreprise, tout disparut pour rembourser ses dettes colossales et les amendes de l'État. Je récupérai mes enfants l'après-midi même. Stéphane fit jouer ses relations pour que la garde temporaire immédiate me soit accordée, une garde qui devint permanente très rapidement. Mais la surprise finale arriva 1 semaine plus tard. J'étais réfugié dans la maison de campagne de mes parents, essayant de reconstruire un semblant de normalité. Stéphane arriva, une pochette cartonnée sous le bras. « J'ai un cadeau pour toi, Manon », dit-il avec un sourire mystérieux. J'ouvris la pochette. C'étaient des actes notariés. Les écritures d'une maison. Pas le manoir ostentatoire et froid de Nicolas, mais une magnifique maison de campagne en Normandie, lumineuse, entourée de verdure, proche des falaises, entièrement à mon nom. Et il y avait un autre document, les statuts constitutifs d'une nouvelle entreprise. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, les mains tremblantes. « Télécommunications Phoenix », annonça Stéphane. J'ai racheté les actifs licites de l'entreprise de Nicolas lors de la vente aux enchères gouvernementales. J'ai assaini la société, viré les éléments corrompus et je l'ai mise à ton nom. Tu connaissais ce business mieux que lui. C'est toi qui faisais tous les calculs, toutes les stratégies dans l'ombre pendant qu'il se pavanait. Maintenant, c'est à toi. C'est ton empire. Je pleurais. Pas de tristesse, mais de gratitude pure. Je ne sais pas comment te payer tout ça, grand frère. Tu m'as déjà payé, dit-il en m'embrassant sur le front. Tu as survécu. Et tu as retrouvé ton sourire. C'est tout ce qui compte. Aujourd'hui, je dirige ma propre entreprise. Mes enfants grandissent heureux, loin de la toxicité de leur père. Stéphane continue de sauver le monde dans l'ombre, mais il vient dîner tous les dimanches, sans faute. J'ai appris une leçon vitale, parfois,
quand on croit avoir tout perdu, on fait simplement de la place pour ce qu'on mérite vraiment. Et surtout, il ne faut jamais, jamais sous-estimer le pouvoir de la famille. Nicolas a gagné au tribunal pendant 1 heure, mais j'ai gagné la vie entière. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez ressenti cette satisfaction de voir tomber les corrompus et si vous croyez que la famille est un rempart sacré qu'il faut protéger coûte que coûte, écrivez « Le sang est plus fort que tout » dans les commentaires. Et souvenez-vous, même quand vous vous sentez seul contre le monde entier, vous ne savez jamais qui peut être juste à un coup de fil de distance, prêt à faire débarquer la cavalerie pour vous sauver. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. On se retrouve pour la prochaine histoire de justice et de pouvoir.